Merci de rester connecté sur Tilika pour suivre cette tribune spéciale. Demain, 3 mai, cela sera célébré la Journée internationale de la liberté de la presse sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». L'arrivée des technologies de l'information et de la communication favorisant la montée de l'intelligence artificielle, elle, avec des nouveaux outils de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Où se situe la presse congolaise dans cette évolution technologique? Quel est l'impact réel de l'intelligence artificielle sur une presse précaire? Pour répondre à cette question, 3 invités sur ce plateau. Emilia Kidissa Ngokama, présidente de l'Union des femmes des médias du Congo. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, Madame Sarah. Voilà. Chrysanthème Fouk Zonzeka, directeur de publication de l'Horizon africain et rédacteur en chef du journal L'Horizon africain. Merci. Et chargé de communication de journalisme éthique Congo. Bienvenue à vous également sur le plateau. À côté d'Emilia Kidissa Ngokama, Ernest Dimi, journaliste politique, coordonnateur de Brazanet et membre de journalisme éthique Congo. Bienvenue à vous également. Merci. Alors, Chrysanthème Fouk, je commence par vous. Aujourd'hui, Jacques, journaliste éthique Congo, que vous représentez d'ailleurs sur ce plateau, a fait une déclaration justement concernant la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse pour attirer l'attention des journalistes et attirer l'attention du gouvernement sur l'évolution justement de la liberté de la presse. Un mot sur cette déclaration que vous avez faite. En effet, madame, l'association que je représente sur votre plateau, donc GEC, Journalisme Éthique Congo, dont j'assure, je suis le porte-voix, a fait une déclaration ce matin, en fait une conférence de presse où on a invité essentiellement nos membres et les non-membres à s'arrimer à la modernité. Vous avez bien parlé de l'intelligence artificielle, dont le brillant écrivain McLuhan a parlé, parce que si vous lisez bien McLuhan, c'est ces éléments-là qu'il avait visités. Quelques années plus tard, nous constatons bien que le monde est devenu un village planétaire. Et donc, on a essayé de réveiller la conscience de nos membres, de s'arrimer, de ne pas être à l'écart de ces modernités. Parce que l'intelligence artificielle, on appelle à des outils. Donc, ces outils, il faut les maîtriser. Pour réaliser un dessin en faisant appel à l'intelligence artificielle, il faut maîtriser certains outils. Et nous avions donc appelé les membres de GEC en particulier et les journalistes congolais en général de se mettre au pas, de sortir de la précarité par le travail, bien sûr. De s'adapter. Mais naturellement, de se mettre au pas, c'est ce que j'ai dit, donc de s'adapter à ces nouveaux outils de technologie de l'information. Voilà. Un mot d'abord avant de prendre notre sujet principal, Emilia Ngokama, l'impact de l'intelligence artificielle sur une presse libre. D'abord le thème général de la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse, informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. Est-ce que l'IA apporte une plus-value dans l'exercice de la liberté de la presse? Certainement, lorsqu'on voit les outils que l'IA offre, vous l'avez bien nommé, que ce soit au niveau de la collecte, au niveau de la diffusion, au niveau du traitement de l'information, eh bien c'est une plus-value par rapport à la liberté de la presse. Ça donne plus de liberté, par exemple, au niveau des créations de contenu, mais aussi une liberté que le numérique offre pour créer aujourd'hui des médias dédiés ou encore axés qui sont totalement en ligne. Et ça, on pouvait pas les avoir avant, parce que avant, pour avoir un média, il y avait tout un process à suivre pour pouvoir ouvrir un média. Mais aujourd'hui, avec l'IA et le numérique, ce n'est plus le cas. Ça facilite le travail des médias et des professionnels. C'est plus libéral et ça facilite le travail des professionnels de l'information et de la communication au niveau de ces 3 paliers qui sont la collecte, le traitement et puis la diffusion. Voilà. Ernest Dimi, on ne connaît pas encore le classement du Congo 2025 du Congo, parce que tout à l'heure, ça va tomber tout à l'heure vers 17h, mais un mot sur
sur le thème et la célébration de cette journée. Est-ce que, si on peut anticiper sur ce plateau, est-ce que le Congo va gagner quelques places dans ce classement RSF ou encore on va regresser? Bon, Oui. nous, c'est vrai, observateurs et acteurs de la presse nationale sur le terrain. Et on a aussi l'expérience de suivre ces classements de Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Et je crois, à toute proportion gardée, sur la situation particulière du Congo, étant donné que le GIEC, Journalisme et Éthique Congo, l'a d'ailleurs nommé, que l'une des grandes différences par rapport à un certain temps, c'était que l'année qui s'écoule a fait qu'au Congo-Brazzaville, on a eu quand même à ne pas enregistrer un acteur de presse mis en prison du fait de son exercice professionnel. Mais on a eu à déplorer, oui, quelques interpellations, mais il y a tellement de paramètres qui interviennent dans ces classements qu'il y a aussi beaucoup d'aspects qui pourront influencer la place que va occuper le Congo par rapport à d'autres États. Mais je crois que de manière générale, le Congo ne sera pas parmi les États que l'on dit prédateurs de la liberté de presse. Est-ce que, en regardant ce classement, dernier tour de table sur cette question justement liée à la célébration de cette journée, est-ce que ce classement traduit forcément que la presse congolaise se comporte bien, l'état de santé de la presse congolaise? La vision que donne RSS, c'est une vision panoramique. C'est une vision... Mais vous, en tant que journaliste congolais, en tant que journaliste de terrain, comment se comporte la presse congolaise, hormis le classement de Reporters sans frontières? La réponse à cette question dépend de l'appréciation que chacun de nous a. Mais moi, personnellement, je crois que la presse congolaise sur le terrain a encore beaucoup de chemins à parcourir, beaucoup de défis à relever, beaucoup d'obstacles à franchir. D'aucuns parleront qu'il a eu de grandes avancées, soit, mais je crois que ce qui reste à faire est plus important que ce qui est déjà franchi. Voilà. Votre constat, Emilia Kidisangokama, de l'évolution de la presse congolaise, hormis, c'est la même question que je venais de poser tout à l'heure à Agnès Dimi, vous en tant que journaliste, votre appréciation, comment se comporte la presse congolaise? Quel est l'état de santé, pour être plus précise, de la liberté de la presse au Congo-Brazzaville? Comme Monsieur Dimi à côté de moi l'a déjà soulevé, il y a encore beaucoup de chemin à faire, que ce soit au niveau de la liberté de la presse, parce qu'une presse libre, c'est pas forcément une presse enfermée, comme on dit, mais c'est une presse qui peut s'autofinancer. Et ça, c'est un problème considérable que la presse rencontre au Congo-Brazzaville. Donc, le financement, c'est un problème considérable qu'on rencontre, mais aussi dans le traitement de l'information, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus que les journalistes qui sortent de l'école, qui ont fait l'école de journalisme, qui se proclament journalistes. Il y a aussi ceux qui viennent d'autres métiers et avec la technologie, l'IA, qui se disent journalistes, sans pour autant respecter les codes et éthiques de ce métier. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire encore concernant la liberté de la presse au Congo, que ce soit au niveau de l'applicabilité des lois et consorts. C'est vraiment le chemin est encore long. Le chemin est encore très long. Est-ce que c'est le même avis que vous partagez, vous en tant que journaliste, mais aussi en tant que chargé de communication de GIEC? Est-ce que la presse congolaise, c'est une presse totalement indépendante? Je ne vais pas parler de liberté, mais totalement indépendante. Je fais mien les réactions du confrère et de la consoeur. Mais on peut toutefois ajouter que parler de l'indépendance de la presse congolaise, c'est un peu biaisé. Parce que l'indépendance doit être une indépendance économique, une indépendance organisationnelle, une indépendance fonctionnelle. On peut aller palier par palier, étape par étape. Quand vous n'avez pas de l'argent, comme vous l'avez su le dire dans votre thème annoncé, l'IA
Vous liez l'indépendance éditoriale de la presse à son indépendance économique. Donc, on ne peut pas parler d'une presse indépendante si elle n'est pas préalablement indépendante économiquement. Mais bien entendu, madame. Oui. Pour que vous soyez indépendant, il faut que vous soyez aussi indépendant financièrement. Parce que mon indépendance financière m'amènerait à poser des actes par rapport à moi et ma marge économique. Comment voulez-vous que je pose des actes si financièrement je suis tenu par quelqu'un? Je prends un exemple banal. Oui. Je veux un reportage. À la fin, le monsieur me donne de l'argent et me dit non, moi je veux ceci ou cela. Après, vous êtes embêté. De l'argent, vous parlez des fameuses perdièmes que reçoivent les journalistes à la fin des reportages. Que ce soit les journalistes congolais notamment. Que ce soit des perdièmes, que ce soit le défrayement, quel que soit le mot que vous donnez à cela, à ce geste final-là. J'allais dire, moi j'ai vécu ça mal. Nous sommes en séjour à Oyo avec une délégation, une institution diplomatique. Et à la fin, on vous dit, bon, ben, vous savez, il faut, pour la première fois que je pratique ce métier, qu'on est en train de me donner des orientations. J'ai trouvé ça... Dans le traitement de l'information. De l'information. J'ai trouvé ça anormal. Alors que la personne qui nous gère à la base a fait le métier. Un ancien journaliste. Naturellement. Donc je dis, mais c'est pour la première fois que je fais ce métier que j'ai vécu ça. J'ai des amis qui disent, oui, je suis allé là-bas, on a dit ceci, mais moi j'ai vécu ça dans ma chair. On vous dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'ai regardé la personne. Je l'ai regardé dans les yeux, sans rien dire, mais je suis rentré, je n'ai pas fait comme il voulait que je fasse. Donc moi j'ai fait mon travail comme je pensais faire mon travail. J'ai dit le reste, et malheureusement, depuis que nous sommes revenus, on ne s'est pas encore vu. Pour soit dire, oui, j'avais vu ton papier, mais, non, mais moi j'avais mal vécu ça. Effectivement, quand on n'est pas indépendant financièrement, on dépend encore de celui qui t'a appelé, de celui qui dit ceci, parce que bon, la personne veut traiter convenablement l'image de son chef, puisqu'il travaille pour quelqu'un, et donc vous êtes soumis à lui. Or, si vous êtes indépendant financièrement, qu'advienne que pourra, ça serait votre conclusion. Et vous allez vous mettre au travail sans problème. Voilà. Aujourd'hui, on parle des nouveaux outils de traitement, de collecte et de diffusion de l'information, notamment apportés par l'intelligence artificielle. Quel est l'impact réel de ces outils sur une presse précaire comme la nôtre, la presse congolaise notamment? Madame, oui. La presse congolaise en général est pauvre. Quand vous scrutez l'intelligence artificielle, les applications qui se montrent à vous pour que vous travaillez dans ce domaine, il y a des applications qu'il faut payer. Donc ça demande à la base de l'argent. Pour que vous exercez dans ce domaine de l'IA, il faut que vous ayez de l'Internet. Donc, ça te demande de l'argent pour payer la connexion. Il faut que vous ayez... je me souviens, j'ai un enseignant que j'ai rencontré dans ce traitement de l'IA qui me disait toujours, il faut avoir un bon ordinateur. Parce qu'il y a ces ordinateurs-là et... Vous qui ne servent qu'à faire la saisie. Naturellement, qui servent à faire la saisie. Pas aller dans des travaux aussi colossaux pour que vous soyez apprécié. C'est vrai. Il y a des applications qui sont gratuites. Wizitaï, Image River, Google Drive. Mais il y a des applications que vous devez payer. Donc ça te demande de l'argent. Cela signifie que cette presse précaire, la presse congolaise, dans sa précarité, n'a pas les moyens de s'adapter et d'aller vers les outils que offre l'IA. Non. Que n'a pas de moyen de s'adapter, il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Naturellement. Parce que si vous voulez être à la page... Mais vous parlez de la précarité, on va faire tourner la parole, vous parlez de la précarité de la presse de manière globale et générale. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des cas exceptionnels. Non, des médias qui ont des moyens
de financer ces outils-là, d'acheter. Est-ce que la presse congolaise, dans sa configuration et dans son état de santé actuel, a les moyens de s'offrir les outils de l'IA, de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication? Ne nous contentons pas seulement du côté financier. L'IA, ce que l'IA, moi je dis la presse congolaise utilise déjà ces outils. Hein. Nous l'utilisons pour la correction de nos articles, nous utilisons pour la collecte des données, la vérification de l'information. C'est vrai, il y a ce côté où le côté financier qui intervient. Hormis le fait que vous soyez la présidente de l'Union des femmes des médias du Congo, vous êtes journaliste au Dépêche de Brazzaville. Exactement. Ça, c'est le cas, par exemple, de votre média. Exactement. C'est pas seulement mon média, même pour les travaux de UFAMCO. On utilise des outils, on se fait former. J'allais insister sur le côté de formation parce que tu peux avoir de l'argent pour te payer des outils, mais si tu ne sais pas les utiliser, eh bien, tu n'en bénéficies pas. Le défaut avec le Congolais, c'est qu'on est plus consommateur que créateur. Et tant qu'on reste dans cette position de consommateur et pas de créateur, on subit en réalité. Par exemple, l'IA aujourd'hui ou encore le numérique nous offre des possibilités de se faire financer, d'avoir par exemple des sites ou encore des chaînes monétisées. Mais c'est difficile au Congo parce que l'environnement ne permet pas à ce que celui du Ghana par exemple qui bénéficie de sa chaîne YouTube qui est monétisée, qui fait rentrer de l'argent pour son média en ligne, par exemple, je prends le cas des médias en ligne, mais celui qui se trouve au Congo aura plus de difficultés parce que le système bancaire autour de lui ne permet pas à ce que ces outils-là ne reconnaissent pas au fait le système qui est mis en place pour que le Congo fasse partie des pays qui monétisent les chaînes ou encore les médias en ligne. Ça, c'est une difficulté qu'on rencontre aussi au-delà de l'argent. Donc, il y a des outils, comme on dit, mais plus poussés pour pouvoir utiliser l'IA, c'est vrai, le côté financier intervient, mais il y a aussi le côté de la formation. Ou s'approprier de ces outils, l'adapter à notre réalité, compte un peu plus parce que quand c'est adapté à notre réalité, ça prend en compte notre précarité. La formation, qui organise des formations. On va revenir sur la question de la formation. Ernest Dimi, la presse congolaise, a-t-elle les moyens de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication? Tout de suite, je dis oui. Oui. Parce que quand vous achetez votre téléphone, ça par exemple, nous avons déjà à la base quelques programmes gratuits qui sont incorporés. Gemini arrive dans nos téléphones. C'est de l'intelligence artificielle. Vous avez au moins 2 modules. Les ChatGPT 4.0 et ChatGPT 1. C'est gratuit. Il vous offre quelques aspects que vous pouvez utiliser. Mais comme le Congolais, nous sommes des natures plaintifs. Vous parlez des journalistes. On parle des journalistes. Le Congolais dans sa manière, le Congolais dans sa vie, puisque nous sommes dans la survivance d'une époque communiste où les sociales décidaient de tout. Où on était à la maison, on attendait. Où celui qui travaille, c'était pour que tout le monde mange. Or, dans la situation actuelle, tu dois te faire violence, c'est quelqu'un l'a dit ici, avec la base qu'on t'a donnée. Tu utilises au moins cela dans l'espoir d'avoir, dans les petits rendements que tu auras, la possibilité d'aller vers des choses les plus poussées. Mais est-ce qu'au niveau de Brazzanet, le média que vous coordonnez, oui, vous utilisez fréquemment les outils de l'IA dans la collecte, le traitement, que ce soit même dans la diffusion de l'information? Non. Non? Non. J'utilise juste quelques paramètres dans le montage de mes images. Voilà, je suis aidé dans le montage d'images. Mais aujourd'hui, je suis dans un environnement où Brazzanet a la possibilité, sans trop faire confiance à ce que peut générer l'intelligence artificielle, de vérifier les éléments ou les actualités que nous publions. Voilà, donc c'est plus facile aujourd'hui pour nous qui nous concentrons essentiellement sur le Congo, avec
toutes les sources et toutes les correspondances qu'on peut avoir, on a plus de facilité. Et la sûreté ou l'assurance de vérifier directement par le mode classique qui est d'aller par l'intelligence artificielle qui a déjà emmené certains aussi à regretter d'avoir été mis sur une mauvaise piste en prenant appui sur cette intelligence artificielle. De toutes les façons, l'intelligence artificielle, si vous prenez l'aspect génératif, c'est juste la collecte de ce qui a été publié par les gens. Et tu peux aussi avoir été faux dans certains aspects. La notion d'éthique et de formation. Mais on va parler d'abord de la formation, parce qu'il faut s'approprier ces outils. Pour s'approprier ces outils, évidemment, il faut former les journalistes. Il faudrait que les journalistes soient formés comment utiliser ces nouveaux outils. Est-ce que la formation pose problème au niveau de la presse congolaise? Oui, moi je pense que la formation pose problème avec le projet InfoLisango de l'Union européenne qui est soutenu techniquement par CEFI. Et nous sommes en formation sur ces questions-là. Et effectivement, nous nous sommes rendus compte que les journalistes de Brazzaville qui assistent à la formation au niveau de Brazzaville et ceux de Pointe-Noire, que le problème se pose réellement. Et Madame la Présidente a bien évoqué, parce qu'ils ne maîtrisent pas ces outils. Nous ne maîtrisons pas, il y a un problème de formation. Elle a bien évoqué ça en prenant l'exemple des collègues qui sont au Ghana et ceux qui sont à Brazzaville. En fait, on s'est rendu compte que même au niveau de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont plus avancés, il y a des gens avec leur télévision YouTube comme Tcheleka et consorts, mais ça génère des fonds, ça génère de l'argent parce que ils sont à la pointe de la technologie. Mais nous sommes comme en retard. Ce n'est pas que le journaliste qui est en retard. Le Congo dans sa globalité est en retard pour se mettre sa et le journaliste à son tour subit ce retard. Naturellement. Mais si vous n'aviez pas des astuces, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous former, je vous apprends que le formateur que nous avions au projet InfoLisango, un collègue togolais, je ne sais même pas s'il a 25 ans, 20 ans de métier dans la profession, mais ils ont la possibilité chez eux, avec l'ouverture, de s'accommoder à certains outils et d'être comme en avance. J'ai eu le bonheur de lui poser la question si et seulement si l'Afrique pouvait être au pas quand on voit ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Parce que parfois, qu'est-ce que on nous offre? On nous offre parfois des choses qui sont malsaines, si vous allez me passer le mot. C'est-à-dire? Regardez quand vous avez vos applications mobiles. Si chez vous, vous êtes dans le TikTok, prenons simplement TikTok ou votre Facebook et quoi, on ne pratique pas ces outils de la même façon que ceux qui sont dans d'autres planètes. Je dis en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Pendant que le Chinois est en train de montrer à son enfant comment on peut aller à la Lune, comment on peut faire ceci. Toi, la Congolaise qui utilise ces applications, tu ne veux quoi? C'est pas parler de la Congolaise. Je dis pas la Congolaise. Donc, la Congolaise qui est à la maison, qui est dans la rue, qui va nous suivre ce soir. Que fait-elle de ces applications-là? Elle ne sait pas bien qu'avec son téléphone, tout en étant à la maison, et ces applications, elle peut se former. Mais elle passe son temps en faisant problème de l'utilisation de exactement. Justement. Mais si vous n'êtes pas formé, vous ne saurez pas utiliser ces outils. Donc, il faut que vous ayez l'information qui va vous emmener à la formation pour que vous sachiez qu'avec mon téléphone, avec ce qu'on a déjà mis là-dedans, qu'on m'a dit, et surtout aujourd'hui on parle du mondial, le journalisme mobile, le Congo, les journalistes congolais sont encore en retard par rapport à cette nouvelle manière de pratiquer le journalisme, la formation. Pour revenir à la formation, Madame Sarah,
Monsieur Fouque a souligné tout à l'heure que c'est l'Union européenne, en partenariat avec CFI, qui a organisé cette formation dont ils sont bénéficiaires avec d'autres collègues. Mais s'il faut toujours attendre que ce soit des partenaires au développement qui organisent des formations... Mais pourquoi le Conseil supérieur de la liberté de communication ne fait-il rien? Parce que parmi ses missions et ses attributions, c'est aussi veiller à la formation des journalistes. On en vient pour dire que c'est les structures, que ce soit les médias, comme on est à Tcheleka doit être à même d'envoyer son personnel au recyclage, aux formations, pour qu'il puisse s'adapter au rythme du métier, parce que le métier du journalisme, il évolue très vite. Et comme il évolue très vite, comme on dit, si l'Afrique a raté l'évolution industrielle, on ne doit pas rater l'évolution technologique ou encore, on ne doit pas rater l'évolution technologique ou numérique. Oui. Donc, pour s'arriver à cela, ça veut dire qu'il faut que nos médias soient conscients que le métier évolue et que nous aussi, on doit se mettre au rythme du métier. Mais pour cela, il faut avoir des médias qui sont structurés, financés et bien organisés. Donc, le problème, il est entier. Il faut débattre palier par palier. On ne va pas directement sauter à la formation de l'IA pendant que nos médias réclament des financements. Ils ne sont pas financés. Et ce problème se pose même quand on quitte le domaine de l'IA avec nos programmes télé. Qu'est-ce que vous suivez à la télé? Qu'est-ce que la télé vous offre? Parce que le journalisme, c'est vrai, on le fait avec passion, mais rien ne se fait sans argent. Donc, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de programme attrayant, il n'y a pas de programme qui reflète l'information coûte cher. Exactement. L'information coûte cher. Il y a rien que qui les se fait professionnels sans argent. La formation soient bien formés et surtout s'adapter avec l'évolution de la société, notamment les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Alors, on a parlé tout à l'heure des partenaires internationaux qui organisent les formations, mais le Conseil, c'est parmi aussi ses missions et ses attributions. Organiser les formations. Je vous parle du Conseil supérieur de la liberté de communication. Madame. Oui. Le Conseil va organiser des formations sur quoi? Sur les nouveaux outils de la pratique du journalisme au Congo? Oui. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions. Mais je dis... Alors, non, c'est une façon de dire. Oui. Je crois que il y a des choses qu'on ne peut pas demander à quelqu'un. Voilà. Je me souviens d'un organe de presse qui m'a quelque part que faut vous méfier de quelqu'un qui est nu et qui vous porte la chemise. Vous avez compris? Non, je voudrais plutôt compléter ce que les uns et les autres ont dit ici sur le plan de la formation. Je voudrais enrichir en disant que nous devons sortir de parce qu'il faut rattraper ce retard-là aujourd'hui. De la posture d'attentisme. Aujourd'hui, les partenaires ne peuvent vous donner que ce qu'ils ont disponibilisé pour vous. Pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils peuvent vous donner. Les fameuses aides. Comme vous voyez, c'est des choses qui ne sont plus utilisées chez eux. Si vous allez jusqu'au fond, qui deviennent obsolètes chez eux, parce que la science évolue très vite. D'où l'appel plus au self-made man. C'est-à-dire, chacun peut avoir son destin en main. Maintenant, des opportunités pourront arriver. Vous allez tirer le maximum de profit. Quand tu es incapable de savoir que tu peux suivre un tuto sur ton téléphone, par exemple, comment tu sais les premiers pas avec ChatGPT. Franchement, même si projet formation, je sais pas, les Sango arrivent, tu feras quoi? Tu ne sais pas d'abord toi-même qui a ChatGPT. Tu feras quoi? Vous voyez, tu vas aller au CM2 sans être passé par le CP1. Ça serait la catastrophe. Les problèmes fondamentaux, les BABA, il y a les tutos sur Internet. Vous cliquez, il y a tout un autre. Au fur et à mesure, vous prenez. Après, vous essayez les petits montages que nous faisons avec les petits programmes gratuits sur Internet. C'est ça, les ABC, pour avancer graduellement. Oui. Mais si vous attendez que l'État, que le Conseil fasse tout, je préfère aujourd'hui parler même du GIEC, parce que je vois comment le GIEC se bat dans la formation, notamment des femmes et des reporters en termes
Mais les médias, c'est vrai qu'on parle des institutions, les médias eux-mêmes, il y a des médias privés, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, aujourd'hui la montée aussi de la presse en ligne, les médias eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font en termes de formation de leur personnel? Les médias certains font en interne, je ne vais pas donner, il y a des médias qui forment les gens en interne. Je connais des médias congolais qui négocient et trouvent des places pour la formation de leurs agents. Et ici, et ailleurs. Et avec des partenaires, ou même dans d'autres médias, qui sont des médias écoles dans des instituts. Où c'est pratique, en circuit, fermé parfois, une bonne formation sur les techniques, sur les outils et autres. Maintenant, c'est que nous parlons ici de la situation globale. Parce que ce que il peut faire à l'horizon africain, ce que je peux faire à Brazzaville, ce n'est pas forcément ce que l'autre peut faire dans son média. Nous avons un certain nombre de contacts. Or, le journaliste congolais est dans la posture de l'attentisme dans laquelle on a grandi. Donc, on attend que tout vienne. Et c'est difficile de voir, même ici, aller arracher une interview, c'est difficile. Quand vous suivez une interview, c'est plus la personne qui parle qui a sollicité et non l'organe de presse. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie? Mais c'est le fait de la survivance de la posture d'attentisme. Voilà. Vous avez des gens qui font même un reportage incapables de s'appliquer de l'organisateur pour prendre la vraie orthographe de son nom. Il préfère demander, tu as appris? Mais va voir, il est là. Donc, effectivement, c'est pour dire qu'au niveau interne des médias, on devrait d'abord penser à certaines choses d'en bas. Mais au niveau interne des médias, Emilia Kidisang-Okama tout à l'heure évoquait l'organisation de ces médias. Oui. Organiser ces médias. Certains médias ne sont pas organisés, n'ont pas de siège. Mais comment faire dans ces conditions-là? Madame, oui. Vous savez, la presse, chez nous, en République du Congo, c'est encore un front. Et à la guerre, comme à la guerre. Alors, quand on n'a pas ce qu'on veut, on peut, avec ce qui se présente devant nous, faire. Qu'est-ce que vous entendez par siège? Quand aujourd'hui, nous avons des grosses entreprises qui ne sont que virtuelles, les sièges, je dis rien dire. Vous pouvez suivre une formation depuis Brazzaville, vous avez une formation dans un institut et qui est en Europe ou en Asie, et vous avez vos diplômes. Vous avez des certifications. Merci. Merci Ernestine. Vous voulez réagir? La formation qu'on peut suivre à l'extérieur, certainement sera monétisée, payante. C'est pas toujours... Là, je voudrais souligner dans le propos que M. Dimi a dit, c'est que l'effort ne va pas seulement dans le contentement de ce qui se présente à nous, de ce qu'on nous a donné, de la gratuité, parce que la gratuité, elle est limitée. L'effort va dans ce que je veux obtenir derrière. C'est-à-dire, si la version ChatGPT 4 me livre de l'accessibilité par rapport... Comme il a souligné tout à l'heure, que c'est gratuit. Mais la gratuité, c'est limité. Ça veut dire que tu n'as que ce que le logiciel qui est déjà créé, formaté, te donne. Là aussi, on est limité. Si tu veux aller un peu plus loin, je reviendrai au propos de Monsieur Fouque, qu'il faut avoir de l'argent. Parce que les applications qui sont gratuites, on vient au niveau de tout ce qui est sécurité ou cybersécurité. Parce que quand on t'offre la gratuité, il y a une contrepartie derrière. Mais quand tu vas pour payer, c'est toi qui choisis les termes sur lesquels cette application doit collecter tes données ou pas. Donc, la gratuité, quand on s'en contente, ça nous limite. Pour pousser plus loin, il faut aller dans tout ce qui est service de paiement, pour aller dans des applications, dans des fonctions plus construites ou encore plus poussées. Donc, la gratuité, c'est vrai, on peut la prendre sur le tas, mais le financement reste un problème impactant sur comment la presse congolaise doit s'adapter à l'IA ou encore aux outils numériques. Je soulignerai, Madame Sarah, que le problème de la formation des journalistes, ça ne vient pas que dans les médias déjà. Ça commence à la souche. À la souche, c'est là où nous sommes formés. Là où nous sommes formés aujourd'hui. Dans les facultés. Dans les facultés. Là où nous sommes formés. Exactement. Là où nous sommes formés aujourd'hui. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que l'étudiant congolais qui sort de l'école du journalisme ou de communication puisse être
à même de pouvoir parler le même langage que l'étudiant qui se trouve en Europe ou encore aux États-Unis ou même dans des pays comme le Rwanda, qui sont les contenus de formation au niveau de la faculté des lettres et des sciences, par exemple dans le département de la STC, doivent être mis à jour, doivent évoluer parce que l'étudiant doit être à même de consulter. C'est pas seulement de se contenter de l'IA, mais il y a des ouvrages, il y a de la ressource qu'on doit mettre à disposition de l'étudiant et ça, c'est pas l'étudiant, c'est vrai, il a son téléphone, il peut avoir la volonté d'aller apprendre, mais s'il n'y a pas un fonds dédié ou encore un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir soutenir cela. Le problème de la formation se situe à plusieurs niveaux. Exactement. Depuis la formation, c'est pour renforcement plus tes capacités. Voilà pourquoi quand on arrive dans des médias, on s'embrigade sur un cycle qui nous garde éternellement pendant 10 ans, 20 ans, sans pouvoir retourner au recyclage alors que le métier évolue. Voilà, on parle des avantages qu'apporte l'intelligence artificielle, mais à côté de ces avantages, il y a aussi les inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tout le monde peut se faire journaliste. La bataille de l'information court tellement vite. La question d'éthique, le respect de l'éthique et de déontologie qui se pose aujourd'hui dans le traitement et dans la diffusion pour ne pas publier la rumeur, les fausses informations, etc. Comment respecter l'éthique justement avec l'intelligence artificielle? Le journaliste qui est formé ne publie pas du n'importe quoi sans passer par la vérification. Donc même si tout le monde aujourd'hui, avec les outils numériques, tout le monde est devenu journaliste, c'est bien, mais il y a une différence avec celui qui a été formé, celui qui sait que ça, je ne peux pas le dire, ça c'est de l'éthique. La différence, c'est vrai que vous évoquez la différence. La différence se situe à quel niveau exactement? Mais la différence se situe au niveau de ce que celui qui est formé publie et celui qui est formé ne peut pas publier, j'allais dire, et celui qui est formé publie. Parce que tout ce que j'ai vu, je veux publier, oui, mais moi je veux vérifier si le fait est vrai avant que je publie. C'est ça la différence. La différence, c'est à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai l'éthique, j'ai la déontologie. Je veux voir, M. Dimi a publié une information. Mais ce n'est pas aussitôt que je veux prendre l'information, M. Dimi, je veux la publier. Je peux discuter avec lui comme je peux appeler une autre personne pour regarder la vérification des sources d'information. Donc, pour me rassurer que cette information apportée par Dimi est vraie. En ce moment-là, je veux m'approprier de son information, c'est la base, et je veux enrichir pour que ça soit différent de l'élément que lui, il a publié. Mais sans lui dire que je suis parti par rapport à ce que lui, il a pris. Donc, ma première information commence à ce que lui, il a publié. Et moi, quand je veux regarder, quand je vérifie, j'ai plusieurs sources, j'enrichis pour créer la différence avec ce que mon prédécesseur a publié. Ce que l'autre qui a les outils ne fera pas. Parce qu'il veut être le premier pour qu'on parle de lui. Il veut être le premier pour qu'on l'acclame. Donc, l'information n'est pas traitée. Mais l'information n'est pas traitée. La diffusion. Madame. Oui. Pour traiter l'information, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'information. Quand vous avez une corporation dans laquelle il y a une ruée, des gens qu'on peut prendre des mercenaires. C'est infiltré la corporation par des mercenaires. Ils sont l'intrusion dans un corps professionnel sans en savoir ni s'en approprier les règles. Et c'est le problème que nous avons avec les publications. Et puis, la légèreté avec laquelle les acteurs publics accordent du crédit à ces gens. Il y a des gens qui disent que c'est un média. Oui, mais il prend une photo de toi sur Internet. Alors, on te met à côté d'une personne. Voilà, un tel est comme ça. Sans vérifier. Et vous voyez comment ça brûle la vie d'autrui. Je peux prendre un cas très simple. Pour l'affaire Ndongo Zidane, au Trésor public, il y en a qui ont déjà leur verdict. Sur les qui déprime la chronique actuellement. Voilà.
Il y en a qui l'ont déjà culpabilisé alors qu'il est présumé innocent. Il y en a qui l'ont innocenté alors qu'il est parquet ne s'est pas encore prononcé sur ça. Et c'est ça quand vous avez c'est ce qui arrive quand on a des mercenaires dans un corps de professionnels. Et comme la loi a laissé le vide, comme on doit, de doute. Mais là, ça se passe plus au niveau de la presse en ligne, plus au niveau de la presse en ligne, au niveau de la presse traditionnelle. Madame, la presse en ligne, je ne sais pas ce qu'on entend par presse en ligne dans ce contexte, mais je crois que ceux qui ont fait la ruée vert, profitant de la gratuité des réseaux sociaux et autres, pour la plupart, c'est des mercenaires qui sont venus parce qu'ils veulent résoudre un problème qui est lié à leur non-utilisation par la société telle qu'ils voulaient, c'est-à-dire face au chômage. Il fait un profil Facebook, il donne un nom. Voilà. Oh non, je suis promoteur d'un organe de presse, c'est quoi? Ça là. Vous voyez? Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que la différence est que il y a des informations que celui qui a l'éthique, qui a la déontologie, ne veut pas s'arrêter là. Il va aller pour checker, vérifier et publier. Mais est-ce que c'est les personnes que vous avez, les non-professionnels, ceux qui n'ont pas de formation de base, ceux qui ne connaissent pas les respects des règles d'éthique et de déontologie, est-ce qu'ils n'ont pas pris place parce qu'il y a un vide, parce que les professionnels ne sont pas présents ce n'est pas en ligne? Voilà pourquoi il y a monté, comme la nature a horreur du vide. Ce n'est pas une affaire du vide, c'est un mercenariat qui s'est développé face au chômage. Lesquels tiennent ces médias? C'est, pour certains, c'est ceux qui sont allés en Europe qui n'ont pas réussi, du point de vue professionnel. Ah bon? Oui. Les autres, il y en a qui sont ici, qui sont sortis des universités, ils traînent. Vous croyez que quelqu'un qui a son boulot constant en Europe peut aller s'asseoir sur le nom de quelqu'un qui ne connaît pas et raconter des choses qui n'existent que dans sa tête? Et ça, c'est un journaliste? Non. Le problème, c'est que comme là-bas, ça paye, les vues et autres payent, les chaînes sont monétisées. Là-bas où? Et c'est là, dans les pays où ça paye, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, là où ça paye. Alors, ils sont en train de faire ce que nous appelons le business du buzz. C'est-à-dire, on prend une information comme ça qui n'existe que dans la tête de la personne. Oh, nous voilà, Internet, c'est ici, pour avoir le plus de vues et avoir le plus de chances de monétisation. Justement, on va faire circuler la parole avant d'aborder la dernière question sur le financement de la presse congolaise, le fonds d'appui aux médias qui a été créé. Alors, Emilia Jordi-Ngokama, la question du professionnalisme, le respect de l'éthique et de la déontologie se pose aujourd'hui avec les nouveaux outils, parce qu'on a vu la montée de ce que Ernest Dimi qualifiait tout à l'heure des mercenaires qui envahissent ce métier aujourd'hui. La difficulté qu'on observe partout, c'est pas propre au Congo ou encore en Afrique, même en Europe, c'est l'encadrement de ce village numérique. Encadrer le secteur numérique, c'est difficile, et ça dans tous les domaines et dans les médias. Le média en ligne, c'est un média comme un média traditionnel, c'est-à-dire qui est reconnu. Dans notre cas, par exemple, le Congo, pour que tu puisses avoir un média en ligne, ça veut dire que tu as un site web sur lequel tes informations sont traitées. Et le site web t'est accordé par un paiement. Donc, ceux qui créent des pages, ce ne sont pas des pages Facebook, ce ne sont pas des médias en ligne. Les médias en ligne, ce sont ceux qui ont... Il faut savoir qu'il y a des professionnels qui tiennent aussi les pages Facebook. C'est où je veux en venir. Les professionnels qui tiennent les pages Facebook ou encore des pages officielles ou des chaînes YouTube se différencient avec ceux qui ne sont pas journalistes automatiquement. Moi, je parle du fait des médias en ligne. Parce que généralement, au Congo, quand on entend médias en ligne, on fait allusion aux pages Facebook, aux chaînes YouTube, où les non-professionnels viennent et déversent ce qu'ils ont. Non, ça, ce ne sont que, comme on a l'habitude de les appeler, ils traitent l'information comme elle vient. Elle prend en source. Donc, pour venir aux médias
média en ligne, moi je dis un média en ligne, c'est un média qui a un site web. La page Facebook ne sert que de relais des informations qu'il traite sur... Et les autres réseaux sociaux. Et les autres réseaux sociaux, ce ne sont qu'un appui. Il y a plusieurs médias en ligne. Et moi, je vais aller dans le sens où vous avez souligné le vide. Parce que aujourd'hui, beaucoup de médias traditionnels, quand tu vois la place qu'ils occupent en ligne, pas réussi à migrer. Exactement, à s'arrimer, oui. à passer à prendre le train en marche. Ils n'ont pas reçu à le faire. Parce que le contenu crédible qui devait être propagé, soutenu, on ne le voit pas en ligne. Et comme on ne le voit pas en ligne, comme tu as dit, hein, il y a le vide qui est là. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, il y a ce que Monsieur Dimi appelle des mercenaires, c'est-à-dire ces personnes-là qui s'auto-désignent des journalistes et qui, eux, diffusent l'information à leur manière, sans qu'elle soit traitée ou pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre tout ce qui se fait de façon informelle et de façon formelle dans le domaine des médias. Pour l'encadrer, eh bien, il faut des lois. Pour l'encadrer, il faut des structures adéquates pour pouvoir avoir des cadres de réflexion et d'usage d'outils. Merci beaucoup. Il y a dans la presse. Chrysanthème Fouque, est-ce que c'est pas le vide qui a donné naissance à la montée et à placer les journalistes congolais, les médias congolais ne sont pas présents en ligne. Du coup, ça laisse de l'espace. C'est un champ où tout le monde vient traiter de l'information, alors qu'à côté, il y a des professionnels. Non. Parlez plus c'est pas sociaux. Ce à quoi vous faites allusion, c'est plus des réseaux sociaux que les médias en ligne. C'est pas vraiment le vide. C'est des gens, des utilisateurs qui s'expriment. Mais est-ce que le contenu, à côté de cette question, je vais ajouter une autre question tout à l'heure, avant de prendre notre toute dernière question, avant de boucler ce plateau. Est-ce que le contenu que vous proposez aujourd'hui, la presse congolaise, c'est un contenu adapté, c'est un contenu qui rencontre les besoins de consommation informationnelle, permettez l'expression, de la population? Mais tu peux pas t'engager à faire la presse au Congo et méconnaître ton environnement. Qu'est-ce que je propose au lecteur? Ou qu'attend le lecteur de moi? Parce que faire la presse, c'est combler un besoin. Le besoin est né, le besoin est là. Vous avez étudié le besoin et vous créez votre média pour combler ce besoin-là. Madame, le peuple congolais est beaucoup politisé. Le peuple congolais aime lire la politique. Et souvent, des rumeurs, des mensonges sont attendus. Et quand c'est comme ça, il y a une ruée vers ceux qui ont écrit ou argumenté ces choses. Il faut en ce moment-là une presse de qualité, un contenu de qualité, pour détourner ce peuple des rumeurs. Malheureusement, quand la qualité y est, les gens préfèrent là où il y a des ragots. Donc c'est un travail à faire. C'est de la pédagogie, c'est un travail à faire. Ce n'est pas qu'il y a un vide, non, il n'y a pas de vide. Sauf que ceux qui écrivent en ce sens ont étudié, connaissent les attentes de ce peuple-là. Il faut le détourner de la réalité. Mais ceux qui montrent la réalité sont comme vu, ce sont des étrangers, c'est des rêveurs. On vous porte pas on vous accorde pas du crédit. Dans l'institutionnel, c'est ce qu'ils disent de vous. Le contenu n'est pas adapté. Oui. Ajouter quelque chose dans ceci. Vous savez, vous avez posé la question de savoir si les contenus proposés sont conformes aux aspirations profondes des consommateurs. Je vais vous prendre deux cas. Brazanet publie sur un site internet les mêmes informations, parfois avec la même photo, sur la page Facebook. Mais vous allez vous rendre compte, pour montrer les niveaux de différence de consommation, que quand vous allez voir l'état de l'audience sur les sites, vous avez plus de 50, 60, 70% des gens qui vous consomment sur les sites, c'est des non-congolais. Vous voyez, c'est les États-Unis, c'est la France, enfin c'est l'Europe et autres. Mais sur Facebook, c'est 97%. Congo, Brazzaville de Kinshasa. Et les restes arrivent. Donc, pour vous montrer les niveaux, un peu de culture Internet ou informationnelle de nos consommateurs. Chrysostome, je crois qu'il a raison.
il y a des informations quand vous publiez qui ont attrait à la polémique, qui ont atteint à la surenchère politique. Vous voyez que tout le monde veut lire. Allez voir les nombres de vues sur notre page quand il fallait. Puis on a mis en tête dossier Zidane. Ceci, c'est là. Tout le monde voit qu'est-ce que le gouvernement a dit. Va voir le nombre de vues. Donc, il y a un travail de pédagogie qu'il faut faire. Vous savez que pour arracher des contrats avec des médias de réputation internationale, il nous a été exigé un site et non une page. Merci beaucoup. La dernière question, puisque Ernest Limi avait la parole, eh bien, je commence par vous sur le financement, le fonds d'appui aux médias, l'ARAV aujourd'hui, qui n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait y croire? Parce que le grand problème, on l'a dit tout au long de cette tribune, de la presse congolaise, c'est aussi sans financement. Jacques dit qu'il veut d'un financement de la presse qui doit être régulier et légal, donc budgétisé par l'État. C'est pas un topo en cachette là-bas, non. Les Congolais contribuent. On sait que la presse congolaise attend 600 millions de l'État cette année. Ce n'est même pas de l'État, c'est les contributeurs qui cotisent via la redevance audiovisuelle qui n'est jamais arrivée malgré qu'elle est perçue dans les factures d'électricité. Si elle arrive, les professionnels et les institutionnels se retrouvent et définissent quels sont les médias tenant compte de certains critères qui peuvent en bénéficier. Les médias professionnels? Bien sûr, qui peuvent en bénéficier. Mais hélas, d'abord, le rêve est trop beau pour être réaliste parce que à la rave, l'argent à rentrer, on parle de 2021 à 2023, il y aurait plus de 3 milliards qui ne sont jamais arrivés. Arriver à destination, à financer les médias. Ce qui change, on a parlé, c'est juste la clé de répartition parce qu'en fait, on aurait pu, si ça fonctionne, on aura aussi la presse privée. Voilà, selon certains critères. Mais moi, personnellement, je ne crois pas. Les engagements ont été pris beaucoup. Et ça n'a jamais été. Merci beaucoup, Ernest Limi. On espère que ça va être respecté cette fois-ci. Continuons de garder la flamme de la lumière et de l'espoir parce que les médias congolais en ont besoin. Ils ont besoin d'être financés. Sortir de cette précarité. Exactement. C'est une fierté lorsque vous voyez que les autorités, quand ils se déplacent, ils arrivent dans des presses, dans des organes de presse où ils sont bien reçus, c'est bien tenu, le personnel est payé, il n'y a pas de retard de salaire, les médias ne mettent pas les clés sur les verrous du jour au lendemain, ils n'arrêtent pas de publier parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est vrai. On a le devoir, si on est dans le privé, on a le devoir de pouvoir créer des mécanismes pour que le média puisse faire rentrer de l'argent, mais sans subvention, on ne peut pas construire un média qui reste dans le temps et qui dure. Le financement de la presse congolaise, Chrysompson Fouque. Jacques, c'est vrai que vous avez attiré l'attention cette fois-ci sur ce fonds d'appui aux médias qui doit arriver à destination parce qu'il faut sortir la presse congolaise de sa précarité. Non, madame. Il ne faut pas dire cette fois-ci. Parce que le 3 mai dernier, devant le Premier ministre, excusez-moi, nous sommes à l'hôtel Elbo Suite, un soir, nous avons plaidé, en attente, oui, nous avons plaidé encore pour que le gouvernement puisse financer la presse congolaise. Comme a dit la présidente, on a besoin de cet argent. On ne peut pas faire la presse sans argent. Surtout une presse de qualité. Exactement. Dans un système démocratique. La presse qu'on dit quatrième pouvoir. Et surtout que la presse, c'est le thermomètre de la démocratie. Naturellement, quatrième pouvoir, si nous sommes un pouvoir, c'est vrai, vous n'allez pas nous demander, le pouvoir ne se cherche pas. Non, on est un pouvoir parce qu'on éclaire l'opinion. On est un pouvoir parce qu'on construit une âme. Oui. On est un pouvoir parce qu'on participe aux décisions. On est un pouvoir parce que nous avons le pouvoir d'écrire et de montrer le chemin aux gens. Donc, la presse congolaise a besoin d'être financée.
est-ce que c'est à dessein? C'est vrai que ce sont les internautes de Tcheleka qui vont répondre à cette question dans les commentaires, évidemment. Est-ce que c'est à dessein le fait de maintenir la presse congolaise dans cette précarité? Parce que donner du financement à la presse congolaise, c'est lui donner aussi son indépendance éditoriale et sa liberté. Merci en tout cas à vous trois d'avoir pris part à ce plateau. Chrysanthème Fouque Nzonzeka, rédacteur en chef de l'Horizon africain et chargé de communication de Journée Éthique Congo. Emilia Kidisangokama, président de l'Union des femmes des médias du Congo. Ernest Dimi, journaliste politique, coordonnateur de Brazanet et membre de Journée Éthique Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est la fin de cette tribune spéciale consacrée aux 3 mains, la Journée internationale de la liberté de la presse.